Ok, c'est bon pour moi. Ok. Euh, je suis prête aussi. Ah, c'est bon. Jenna, est-ce que c'est bon? Ouais, je suis prête. Ok. 3, 2, 1, go. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un podcast trans. Je suis Louis, votre présentateur pour cet épisode, et je suis ici avec mes trois co-animatrices, Jenna, Coucou, bonjour. Charlie Bonsoir. et Mike. Salut. Voilà, c'était l'intro la plus radiophonique qu'on ait jamais fait. C'est marrant, ça me fait penser aussi à bienvenue dans ce train Ouigo à destination de Paris. Je suis Louis, votre chef de bord, et Ta, 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 na. Pour Non, les mais correspondances à destination de Marseille, voix C comme Charlie. Oh mais faut que oui, le micro soit Marseille, de moi je moins veux bien. bonne, faut que le micro soit de moins bonne qualité. Faut que ce soit. Bonjour, je suis votre chef de bord Louis. Je suis ici pour vous conduire à destination. Ce train desservira les gares de Valence, Pont-du. Ah là, t'es presque au niveau de l'avion en fait. Je ferai une intro SNCF pour la prochaine si vous voulez. Mais on n'est pas ici pour parler de train. On a fait c'est encore un épisode un peu spécial avec une thématique. On voulait vous parler de personnes transmasques notables dans l'histoire. On ne parle pas assez. Et pour ça, du coup, on a chacun une préparé un petit segment sur une personne transmasque de l'histoire, qui a marqué en tout cas l'histoire d'une certaine manière. Et cet épisode, du coup, s'intitule très justement Testostéro, et qui tombe aussi très bien parce que j'ai fait mon ingé qu'aujourd'hui. Ouh. Ouais, Voilà, bravo. que je fais mon testoversaire dans 2 semaines. Ouais, Moi, c'était il bravo. y a 3 jours. Ah, joyeux testoversaire en retard. Merci. C'est Mickey, est-ce parfait. qu'on fête la mort de notre testostérone à nous? Écoute, on pourrait totalement. J'ai même une. Ouais, voilà, je me souviens de la date, sans aucun souci. Moi C'est aussi, parce facile. que j'avais choisi mon anniversaire. Ah. Et du coup, contrairement à plein de personnes trans, j'ai pas 2 anniversaires. Moi, j'ai choisi la Ouais. Saint-Valentin en mode love yourself, tout ça, tout ça. Oh. C'est Et un tu peu vois, lisse. je compte pas complètement. Je compte pas mon normo-anniversaire comme la date de mort de la testostérone chez moi, parce que c'est plutôt voilà, quand j'ai fait en sorte de vraiment plus être embêtée, de me débarrasser de l'usine. L'usine à testostérone. Et ça, voilà. J'en aurais bien fait don à quelqu'un qui aurait pu en avoir besoin, mais bon, visiblement, c'est pas comme ça que ça marche. Eh ben Et du écoute, coup, je me souviens de mes cours de biologie de collège et il me semble qu'on pouvait greffer des testicules de coq sous la peau d'une poule et que la, la, la fabrique de testostérone continue à fonctionner. Donc peut-être qu'en fait... Enfin, peut-être je que sais ça pas marche combien chez de les temps ils poules, mais pas survivaient. chez les humains. Peut-être que si on était des Ça poules, a tout irait mieux été, finalement, quoi. ça a été quelque chose de pratiqué au début du XXe siècle un petit peu, mais vraiment de manière très marginale et on évite clairement de le faire maintenant. Mais oui, c'est pas D'accord. impossible. Mais du coup, vu qu'il y a pas mal d'images de la lamproie qui est remontée à la surface, là, qu'on a vu, qui est passée, ça m'a rappelé ce fait un peu rigolo sur les lamproies que les mâles, en fait, ils sont tout petits et juste, en fait, ils s'accrochent à la femelle et ils deviennent juste une paire de testicules juste accrochés à la femelle qui sont juste là pour la féconder. Bref, voilà. Elle était toute petite d'ailleurs, parce qu'il y a eu les photos où on aurait dit qu'elle était Mais très oui, grosse et machin, tout ça. Et en fait, non, non, elle est vraiment genre. minuscule, C'est pas radiophonique, mais vraiment, je tiens mes doigts à moins de 5 centimètres l'un de l'autre. ça. Des mecs cis réduits à leur plus simple utilité. Ah, chez les lamproies, ouais, c'est ça. Mais bon, on Et n'est chez pas là nous, pour. même comme ça, il serait capable de mal le faire. Donc, Attends, on leur simplifie la tâche. Hein. Ah là là. Cet épisode est sponsorisé par la six misandrie, bonsoir.
Là, en ce moment, je réalise que semaine après semaine, je veux dire, j'étais déjà à un niveau assez élevé de sismisandrie, mais en fait, ça ne va jamais en s'améliorant, quoi. C'est vrai, à chaque fois que tu penses que les mecs, ils ont atteint un sous-sol et qu'ils peuvent pas aller plus bas, ils te surprennent encore. C'est une catastrophe. Continue à creuser. Ah là là. Moi, ils ont déjà traversé la Terre 1 ou 2 fois. Incroyable. Mais du coup, Mickey, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler d'un mec? C'est un mec? Oui, je pars du principe que les personnes dont on va parler sont des mecs transbinaires. J'ai pas à chercher plus loin, donc peut-être pas. Mais du coup, Mickey, tu peux nous en dire plus de qui tu voulais nous parler ce soir? Ouais, alors là, pour le coup, c'est effectivement un homme trans, donc, dans un podcast Transmasque ce soir. On aurait pu l'appeler comme ça aussi. Moi, je voulais parler de Alan Eilhart, est un homme trans qui est né à la fin du 19e siècle. Et en fait, quand on lit des choses sur lui, on lit surtout en fait sur ses travaux en médecine et éventuellement aussi sur le fait que c'est un homme trans. Mais principalement, Alan Eilhart, il est connu parce que il est médecin et qu'il a travaillé sur une maladie qui, à son époque, était un des plus grands fléaux, qui est la tuberculose. Et donc, il est vraiment renommé par rapport à ça. Pour poser un petit peu le cadre de son histoire, donc il est né à la fin du 19e, en 1890. Et c'est quelqu'un qui va être parmi les tout premiers hommes trans dont on va parler, qui vont être documentés dans l'histoire du début du XXe siècle. C'est notamment un des tout premiers à avoir pu bénéficier d'une hystérectomie. C'est en 1917, donc c'est vraiment très très tôt, au XXe siècle. Petite dédicace à tous ces gens qui nous disent que les trans c'est Big Pharma depuis 10 ans, quoi. Voilà, au passage. Donc, en tant qu'homme, il va mener une vie au masculin. Il se marie. Il est donc lui, il est intéressé par les meufs, très clairement. Ça a posé d'ailleurs un petit souci, une petite controverse à la fin du XXe siècle où en fait il a été présenté par certaines lesbiennes comme une figure lesbienne, c'est-à-dire en invisibilisant totalement le fait que c'était un homme trans, alors que c'était pas une supposition. Il a vécu au masculin, il est connu en tant qu'homme. Il y a aucune ambiguïté là-dessus, mais il y a eu une sorte d'espèce de récupération. J'ai envie de dire maladroite, mais j'ai l'impression que c'était pas de la maladresse de la part de ce côté-là. Donc il y a eu un petit clash. Militant à ce niveau-là. Alors que c'est vraiment pas ambigu du tout. Et on le voit, il y a pas mal de photos. Il y en a une où il a à peu près la trentaine, où il est magnifiquement bien habillé avec une chemise, un petit costume type début 20e. Un petit peu comme je disais tout à l'heure dans le pré-show, une bonne partie des mecs trans que je peux connaître s'habillent aujourd'hui. Et il fume la pipe. De manière très classe, évidemment. Pour en venir à ce qui l'a fait connaître principalement, c'est qu'en fait, donc, je parlais tout à l'heure qu'il avait travaillé sur la tuberculose. Il faut savoir que la tuberculose, c'est une maladie bactérienne, et que c'est une maladie qui, en fait, se développe pendant un certain temps de manière silencieuse, asymptomatique, on dirait. Si on est sérieux. Donc ça veut dire que on peut être porteuse ou porteur de la bactérie en question et ne présenter des signes de l'infection que lorsqu'elle est vraiment bien installée et donc malheureusement quand c'est beaucoup plus difficile de la soigner, en particulier au début du XXe siècle. Alan Hart, il va travailler avec
un outil qui à l'époque n'existe pas depuis très longtemps, qui est la radio. Et en fait, il va réaliser que les lésions pulmonaires, qui sont vraiment très caractéristiques de début de l'infection à la tuberculose, elles se voient de manière très facile sur une radio. Une radiographie des poumons, ça se fait assez facilement déjà à l'époque. Et en fait, avec un cliché, on peut voir des traces d'infection précoce bien avant que la personne ne souffre réellement de la maladie, ne puisse montrer des signes visibles de la maladie. Et le problème, c'est qu'en fait, la tuberculose, elle ne touche pas que les voies respiratoires. Une fois que l'infection est bien installée, elle va migrer vers d'autres organes. Donc, il peut y avoir des infections au niveau du cerveau, des infections au niveau d'un certain nombre d'organes vitaux. Et quand on en arrive là, généralement, c'est un peu tard. Et donc, lui, en fait, il va mettre au point quelque chose qui, aujourd'hui, est toujours le standard, en fait, de diagnostic de la tuberculose, qui est la radio des poumons. Et donc, par la radiographie des poumons, on peut voir des lésions précoces qui permettent, d'une part, d'initier des traitements. Alors, avant l'existence des traitements antibiotiques, on allait... déjà, on envoyait les gens dans des sanatoriums. Ça avait l'avantage de les mettre dans des conditions où l'air était meilleur, donc ça favorisait ou des guérisons, ou en tout cas le fait de faire en sorte que l'état de santé ne se dégrade pas. Et ça aidait aussi à isoler les gens qui étaient porteurs du reste des populations. Et on estime que uniquement par l'outil de diagnostic et avant la mise au point des traitements antibiotiques, ce qu'il a proposé, donc le diagnostic par radiographie, a permis de diviser par plus de 10 le nombre de morts liés à la tuberculose. Donc c'est vraiment pas rien. Il va vraiment faire une grosse partie de sa carrière sur cette maladie, sur l'étude de cette maladie. Si je dis pas de bêtises, il décède en 1962, donc à 71 ans. Il va vraiment faire toute sa carrière dans des hôpitaux assez renommés et avec toujours ce focus sur le diagnostic et le traitement de la tuberculose. Et quand on regarde vraiment des archives, il y a mention de sa transition, c'est relativement bien documenté, mais c'est vraiment pas le truc qui est au cœur de... C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a apporté vraiment un progrès assez phénoménal sur le traitement de la tuberculose, et c'est aussi un mec trans. Et je trouve ça vraiment génial parce que il y a ce côté de... finalement, en tout cas à son époque, on s'en foutait à peu près royalement qu'il soit trans. Il a été largement reconnu par ses pairs comme un médecin et un innovateur, quelqu'un qui a vraiment apporté un gros changement dans la manière dont la maladie a été dépistée. Je le disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment important de comprendre qu'encore aujourd'hui, c'est sa méthode de diagnostic qui est vraiment la base de ce qu'on fait. Slay, hein. Ouais, je rajoute un tout petit truc. Il est aussi connu pour avoir écrit quelques romans et quelques nouvelles. Parce que pourquoi à faire côté qu'une de ça. seule chose? Bien sûr. Incroyable. Alors, c'était bien? Enfin, je sais pas, elles sont bien perçues? Écoute, j'en ai pas lu personnellement, donc je me permettrai pas de faire un. Il fait pas partie des grands auteurs de la littérature du XXe siècle, mais il a écrit et il a été publié, oui, effectivement. Vous voyez Sherlock Holmes? Du coup c'était son nom de plume, Arthur Conan Doyle. C'est incroyable. Je suis en train On de met les regarder mecs la trans à description. l'honneur, mais quand même. Il y a un des romans qui parle d'un médecin gay, d'un roman apparu en 1936. Ah, Trop bien. Le il a peu dit gay. bon.
pas out en C'est tant que des... trans, mais par contre, je vais me permettre. Ah non, je parle d'homosexuel, mais attention, hein, moi je suis vraiment un homme c'est hétérosexuel, et puis voilà, hein, c'est tout. Écoute, hein, parfois, ça existe, hein, des personnes trans qui qui sont hétéros, ça arrive, il faut l'accepter. Je le dis souvent en formation, quand je fais les modules de formation et qu'on fait le petit truc, ok, LGBTIQ+, qu'est-ce que c'est, machin, tout ça. Et après, je leur présente un petit truc qui sépare bien le genre, l'orientation sexuelle et tout. Puis je dis alors, ah bah, toutes les combinaisons sont possibles, donc on peut être trans et gay, trans et bi. Et je dis, et puis parfois, alors ça arrive, il y en a qui sont hétéros aussi, quoi. Ça fait bien rire les gens en général. J'ai déjà mentionné ici, hein, quand on est avec mon chéri dans l'espace public, et ah putain, on va encore donner l'impression qu'on est hétéro, c'est terrible. Voilà. J'aime bien comme tout à l'heure, t'as genre esquivé de mentionner ton chéri et je me suis dit, ah, est-ce qu'on va réussir à faire un épisode où que va pas le mentionner? Non, mais c'est juste pas possible en fait. Je lui avais parlé de cet épisode et j'avais essayé de le motiver. Je disais, bah voilà, là, ça va être sur un mec trans, vraiment une figure historique. Ça serait peut-être sympa que ça soit pas ma voix et tout. Et non, c'est pas son kiff de passer. De passer comme ça en direct sur l'émission, ce serait pas. Donc, tant pis. Mais oui, non, forcément, je veux dire. Le chat arrive. Oui, et Non, mais en plus, je l'ai quitté il y a 2 jours. Là, je suis partie de Marseille il y a 2 jours. Donc, il est très, très présent si tu veux. Je sens encore son Voilà. odeur. Je n'osais pas le dire, mais Bah, on sait. J'ai ça fait littéralement. plusieurs épisodes de podcast où on mentionne son odeur quand même. C'est vrai. Le pauvre. Laissez-moi être amoureuse, ok? Mais oui, le fait, c'est très bien. Personne ne t'en empêche ici, hein. Oh Tout là à là. fait. On se permettrait pas. J'ai zéro transition, finesse. Genre, Bah non, mais vraiment. moi déjà sur ce mec-là, ça Vas-y. me fait juste penser parce que du coup, donc tu dis il a vécu en tant qu'homme, on sait que, enfin voilà, on le sait, et du coup ça a été découvert quand qu'il était trans entre guillemets. Est-ce que ça a été découvert comme assez fréquemment à sa mort? Est-ce que ça a fait genre la une de journaux? Est-ce que pas du tout, ça a pas été un événement quand il est décédé? Voilà. Est-ce que, enfin si tu sais d'ailleurs parce que c'est juste que j'y pense parce que j'avais vu un docu sur un homme trans, je crois que j'en ai déjà parlé, j'ai déjà mentionné plusieurs fois, mais Billy Tipton qui faisait de la musique et ça s'est su à sa mort que c'était un homme trans et du coup ça avait fait pour le coup vraiment beaucoup parler dans les journaux de l'époque. Donc là je me demandais si tu savais un peu. Alors, ce qui est clair, c'est que au tout début de sa carrière, en fait, son diplôme de médecine a été, il l'a eu avec son dead name, en fait. Ok. Et voilà, j'ai pas le sentiment dans ce que j'ai lu que c'était quelque chose qui était complètement stealth. Après, il a eu il a obtenu un changement légal de nom. En fait, hein, on va dire son identité légale, il y a pas d'ambiguïté. Ça l'a pas empêché de se marier aussi. Donc voilà, tu vois, je pense qu'à un moment, en fait, faut quand même se plonger. On est en 1920, 17, quoi, globalement. apparemment, ouais. Ouais. Et 1920, les gens, ils imaginent même pas que c'est possible. Mhm. Donc à partir du moment où tu as tes papiers en règle et voilà, où t'as un passing, la question se pose pas. En fait, c'est toujours le truc, on en revient à ce magnifique texte que tu avais déclamé il y a très longtemps, Jenna. Est-ce que je ne suis pas trans dans la forêt? Enfin, putain, mais tant que les gens ne se focalisent pas là-dessus, au final. Et là, bah, je pense qu'il y a un siècle, clairement, l'immense majorité des personnes ne pouvaient même pas imaginer que c'était possible. Mhm. Les médiatisations, probablement qu'il y avait peut-être des choses
avant dont j'ai pas connaissance, mais moi les médiatisations de personnes trans dont je parle généralement en formation, c'est Christine Jorgensen, donc au début des années 50. 50. Il y a un article aussi sur un mec trans, George Allen, en Angleterre. Pareil, c'est un article qui date des années 50, un truc comme ça, mais c'est... Oui, mais Voilà, moi, je c'est veux pour ça que dire... je te pose la question un peu, parce que je sais que de son vivant, c'était même pas une question et que ça n'a pas été questionné. Et c'est pour ça que moi, je me questionnais sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce mec-là a une page Wikipédia sur laquelle on peut trouver toutes les informations et qui, du coup, donc, est-ce que, c'est pour ça que ma question de base, c'était vraiment genre, est-ce qu'il y a eu cette médiatisation justement à l'époque, parce qu'il est mort, donc, t'as dit dans les années 60, ça veut dire justement à un moment où on est à un des premiers pics de médiatisation des questions trans et où en plus c'est traité de façon très événementielle, très spectacularisante, etc. Et du coup, ça me surprendrait pas que ce soit vraiment genre pop à ce moment-là, parce que j'ai aucun doute effectivement que de son vivant, personne ne s'est même posé la question, parce que tout le monde était en mode, non, bah c'est le gars du coin, quoi, c'est le médecin du coin, on s'en tape. Je suppose que c'est plus Euh, facile aussi de demander de l'aide de la part de médecins pour transitionner quand il a lui-même un diplôme de médecine et qu'il est pris un peu plus au sérieux que le clampin moyen. Mais là, tu parles de la page Wikipédia et du coup, je suis en train de découvrir le truc. Il y a déjà eu un mec trans opéré par Magnus Hirschfeld 10 ans avant. Et c'est ce précédent-là qui a permis à Hart de demander une transition à un médecin local. Et puisque j'en suis à lire une page Wikipédia, je vois qu'il y a un argument qui m'énerve un petit peu. Mais on utilise les arguments qu'on peut. Quand il a demandé à un médecin de l'aider à ne plus avoir de règles et de ne surtout pas pouvoir tomber enceinte, il a demandé donc une hystérectomie avec l'argument qu'une personne infertile, anormale comme lui, devrait être stérilisée. Mais ouais. ça pour moi, Mais bon, ça rejoint ce ça a porté. qui... Oui, puis pour moi, ça rejoint ce qui est montré dans le documentaire aussi Framing Agnès, qui du coup revient sur le cas de Agnès, qui est une femme trans qui a reçu une opération, etc., en se faisant passer pour intersexe auprès de médecins, et où en fait tout le documentaire tourne autour des personnes qui, à l'époque, auprès de UCLA, donc les cliniques de Los Angeles, ont pu obtenir des thérapies de transition de genre, parce que à chaque fois, elle plaidait justement des arguments en mode il faut me corriger parce que c'est ce que je suis, c'est une erreur et cette erreur elle doit être corrigée, je sens plus profond de moi-même, etc. Et que en fait, c'est souvent des personnes qui ne le pensaient pas et qui foncièrement étaient en mode je ne suis pas une erreur de quoi que ce soit, mais qui savaient très très bien manier le langage médical et savaient très très bien ce qui était attendu de leur part pour avoir le droit de transitionner. Du coup, n'hésitez pas à s'en servir. Et en fait, on fait la même chose aujourd'hui. Enfin, typiquement, moi, j'ai menti à un psychiatre, à une psychiatre pour avoir le droit d'avoir mes hormones au début en lui disant que oui, oui, j'étais bien hétérosexuel et que oui, oui, j'avais toujours aimé les petits camions, les petites voitures. Et en fait, ça veut pas dire que moi, je pense que être trans, c'est être hétérosexuel ou aimer les petits camions. Ça veut dire que je sais consciemment que l'appareil médical, il pense que je devrais être ça. Et du coup, je m'en sers comme ça. Et donc, à mon sens, alors peut-être que lui pensait vraiment que les invertis devaient être stérilisés, etc. Mais ça me surprendrait vraiment pas aussi que, justement, du fait de sa connaissance du milieu médical, il ait su à ce moment-là que bah, il pourrait pas avoir quoi que ce soit s'il plaidait juste le fait d'une différence, et puis c'est comme ça, et puis c'est tout. Mais que par contre, s'il arrivait en disant oh là là, oui, je suis une sale grosse tapette, corrigez-moi, bah, ça passerait mieux, quoi. Mais ouais, ben, on peut prendre l'histoire de l'AMAO, de l'association des malades hormonaux. Je pense que tu connais, Charlie. Jamais Et entendu parler en l'occurrence. alors le nom de la meuf qui a lancé ça m'échappe, mais c'est vraiment une personne. En gros, son histoire, c'était ce qu'elle a dit, c'est j'ai subi des expériences dans des camps pendant la guerre et ben faut voilà, en gros faut m'aider à faire en sorte que les choses aillent bien. Et en fait, c'est une des personnes qui a permis à d'autres meufs trans de pouvoir avoir accès à des hormones à l'époque. Mais il y avait toute une connotation très
très non seulement médicale mais hyper négative quoi l'association c'est l'association des malades hormonaux quoi tu vois t'es malade je retrouverai c'est commencé il y a des années et des siècles les grandes traditions de clamer ou espérer une féminisation forcée pour pouvoir obtenir les traitements ou juste mentir aux médecins. Je trouve ça touchant en fait de retrouver les mêmes choses. Voilà. Voilà, pour la note, et on pourra peut-être en ajouter plus après par écrit, l'association dont je parle, donc la MAO, a été fondée en 1965 par Marie-André Schwindenhammer, c'était la première association trans, entre guillemets, en France. Et c'était vraiment avec cet argument de, voilà, on a besoin de ces traitements-là parce qu'on est malade. Mais concrètement, ça permettait d'y avoir accès. Donc déjà, dans les années 60, il y avait des meufs trans qui faisaient de la MAO. Oh là là, bravo. Bravo. Pas la ref. Ouais, non plus. Musique assistée par ordinateur. J'adore que les deux transmasques sont... Les deux transmasques largués. C'est ça, en mode quoi, pardon. On occupe l'espace. C'est ok. Alors c'est marrant. Enfin, alors du coup Charlie, le documentaire sur Billy Tipton, tu l'as trouvé du coup? Tu sais sur quoi il est dispo? Non, mais je peux chercher ça tout de suite et puis en parler après ton segment si tu veux. C'est très gentil, merci, parce que j'en avais entendu parler, je voulais le voir justement. Mais du coup, je pense que l'opération dont tu parlais, Mike, c'est peut-être sur la personne dont je vais parler moi avant d'introduire le gros segment sur Michael Dillon dont je voulais parler. Avant ça, je suis tombé sur Karl M. Baer, qui est une personne israélo-allemande qui est née en 1885. C'est lui dont je parlais, ouais. Ah, voilà. C'est qui a eu la première opération. Qui a été opéré 10 ans avant. Ah. C'est ça. Ah oui, du coup, c'était Jenna, pardon. Voilà. Le cerveau fait des nœuds. Et du coup, en faisant mes recherches, en fait, je suis tombé dessus parce que c'est... Alors, a priori, c'était une personne intersexe. Ou du moins, c'est comme ça que c'est déclaré sur les internets. Qui, du coup, a fait pas mal de travail militant pour le droit des femmes, mais qui aussi a fait son coming out en tant que mec trans assez jeune, à genre 19 ans, en 1904, et qui a subi, du coup, qui a bénéficié, merci, d'une opération de réassignation de sexe en 1906, donc peu de temps après son coming out, ce qui lui a permis après de faire son changement d'état civil et de pouvoir se marier d'ailleurs. Voilà. Donc, et sa transition a été documentée justement par Magnus Hirschfeld. Merci, j'ai mal écrit son nom, je n'arrive plus à le dire. Magnus Hirschfeld pour l'Institut de sexologie allemand qui est le fameux institut qui a été brûlé par les nazis après, où on a perdu tout un tas de recherches sur les personnes trans et les transitions médicales dans la foulée. Donc ça, c'était a priori une des premières personnes à avoir eu une chirurgie de réassignation sexuelle. Moi, je voudrais parler d'une personne qui a été qui est un mec trans qui a été un des premiers à documenter sa transition et qui a été aussi un des premiers à prendre a priori des hormones dans le but de transitionner. Ou en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Parce que si on parle de Karl M. Baer, a priori, c'était une personne intersexe qui avait naturellement de la testostérone, donc qui n'a pas eu besoin de prendre de traitement hormonal, de ce que j'ai compris dans mes recherches. Corrigez-moi les gens. Mais du coup, je vais vous parler de Michael Dillon. Je ne sais jamais comment les Anglais, comment les Britanniques prononcent ce prénom. Qui était à la fois Michael Dillon, qui était à la fois docteur, auteur et moine bouddhiste. Voilà. Okay. Voilà, oui, le dernier m'a surpris aussi. Je ferai un passage très rapide dessus. Le troisième va vous surprendre. C'est ça. Après les intros France Inter, on va faire les intros youtubeurs.
BuzzFeed. C'est ça. Donc pour le coup, lui, il est né le 1er mai 1915 à Kingston, alors je sais pas si c'est des régions, les États, comme on appelle ça en Angleterre, mais ça s'appelle Middlesex, là où il est né aussi, et ça m'a fait très rire. Voilà. Nice. Donc c'est rigolo parce qu'il a vraiment le cliché du mec trans. C'est-à-dire que quand il était petit, c'était un tomboy, il aimait pas faire des trucs de filles, il voulait se couper les cheveux courts comme son frère. Quand il était ado, il s'est bindé jusqu'à ce que quelqu'un lui dise, avec une ceinture, jusqu'à ce que quelqu'un lui dise fais gaffe, ça peut être dangereux quand même. Donc il avait vraiment tous les trucs un peu clichés de quand t'es un petit mec trans et que en réalisant que ah merde, je suis pas un mec. Et il va commencer par faire des études de théologie à Oxford dans les années 30, dans lequel il va d'ailleurs être président d'un club d'aviron et où il va se battre pour l'égalité des genres dans le sport, et notamment dans l'aviron. Et pour ça, il va avoir droit à un article sur lui dans... Et c'est là où j'ai éparpillé mes notes et où je vais vous demander 30 secondes. Hop. 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 Alors, dans le Daily Mail en 1937, avec comme titre How Unlike a Woman. Donc, c'était un petit foreshadowing. Après, cela dit, il s'est demandé s'il était lesbienne, mais il a quand même continué à ne jamais se considérer comme une femme. Encore une fois, classique passage rituel de personnes transmasques. Donc, il finit par obtenir son diplôme en 1938, puis il va travailler dans un laboratoire à Bristol. Et là, il va rentrer en contact avec le docteur George Fox. George Fox, c'est quelqu'un qui expérimentait sur des traitements hormonaux à base de testostérone afin de calmer les règles abondantes chez les femmes. Donc, Michael va rentrer en contact avec ce mec-là et va le convaincre de lui donner son traitement dans le but justement de transitionner, parce qu'il y avait effectivement des effets secondaires aux femmes à qui on donnait ces pilules-là, qui étaient des caractéristiques secondaires masculines. Donc, Dr. Foss va quand même lui demander d'aller voir un psy avant, encore une fois, parcours classique alors qu'on était dans les années 30. Et après le passage chez le psy. Oui, c'est ça. Vraiment le pionnier du parcours classique. Donc après le passage chez le psy, il va finir par avoir ses pilules. Sauf que ce tarbat de psy va l'outer auprès de ses collègues, et ce qui va forcer du coup Michael Dillon à quitter le laboratoire dans lequel il travaillait. Cela dit, le Dr. Foss va continuer à lui donner des pilules pour qu'il puisse transitionner, continuer son traitement hormonal. Et à partir de ce moment-là, Dillon il va aller bosser dans un garage. Changement complet de carrière. Dans lequel, au début, il va pas passer comme femme, mais plus ça va aller, en fait, plus les gens vont tourner dans le garage, plus en fait, il va être considéré passer comme un homme et être perçu et vivre comme un homme. Et dans le même temps, il en profite pour écrire un bouquin qui s'appelle Self, A Study in Ethics and Endocrinology, donc le soi, une étude sur l'éthique et l'endocrinologie, où il va basiquement documenter sa transition, mais en le faisant à la troisième personne pour quand même pas se faire outer. Ce bouquin-là, il va sortir en 1946. Après avoir passé un peu de temps dans son garage, il va finir par rentrer en école de médecine rollback. Avant ça, pendant qu'il bossait au garage, il faisait pas mal de crises d'hypoglycémie. Il lui valait de se faire des accidents un peu graves des fois, et notamment à un point où il se retrouve à l'hôpital à un moment donné. Il profite d'être à l'hôpital pour rencontrer un chirurgien plastique qui va lui faire sa mastectomie. Vraiment improbable. Opportuniste. Voilà, Juste vraiment au passage. l'opportunité. Je Il y a suis plein là de pour petits... prendre une IV de glucose, mais si vous pouvez m'enlever ça en même temps... Exactement. Il y a plein de petits trucs fous comme ça dans son histoire, c'est assez génial. Il se trouve que ce chirurgien-là va non seulement lui faire un papier qui va lui permettre de faire son changement d'état civil, mais il va aussi le mettre en contact avec un chirurgien qui s'appelle Sir Harold Gillies,
qui pour le coup est chirurgien et qui faisait des reconstructions sur des personnes intersexes et sur des blessés de guerre. Et donc, après avoir fait du coup Samamek, il va commencer déjà par changer de prénom en 1944 pour officiellement devenir Lawrence Michael Dillon. Et commencer à rentrer en contact avec le fameux Sir Harold Gillies qui va effectuer sur lui une phalloplastie. Alors ça va être une phalloplastie assez compliquée dans le sens où, encore une fois, Gillies avait bossé principalement sur des personnes intersexes et des blessés de guerre. Il va faire 13 opérations sur Dylan avant que ça puisse fonctionner. Et pendant tout ce temps, Dylan va se faire passer pour un blessé de guerre justement pour justifier les infections, le fait qu'il boitait, etc. Mais ça a été compliqué. Je passe les détails. Après qu'il ait fait... Donc, entre-temps, il va finir par faire une école de médecine où il va être accepté en tant qu'homme, donc en tant qu'étudiant homme. Il est officiellement reconnu en tant qu'homme, en 1945. Et, petit fun fact, il va y pratiquer l'orchidectomie de la première femme trans britannique à être reconnue en tant que telle, donc, qui s'appelait Roberta Cowell et qui a été du coup une des premières à avoir son changement d'état civil en tant que femme en Grande-Bretagne. Et suite à ça, il va devenir médecin dans la marine marchande britannique. Donc il est diplômé en 1951. Donc entre-temps, souvenez-vous, il sort son bouquin sur l'endocrinologie. Il fait un peu sa vie dans la marine marchande. Sauf qu'entre-temps, il y a des gens qui arrivent à faire le lien entre le bouquin qu'il a publié et le fait que lui-même soit un mec trans. Parce que du coup, aussi, il faut savoir qu'il était héritier d'une baronnie en Irlande. Et quand son frère a découvert que, en fait... Sur les papiers, maintenant, il y avait marqué qu'ils étaient 2 héritiers et pas non un héritier et une héritière. La presse a fini par savoir le truc et en fait, il a été outé publiquement à ce moment-là. Il va finir par quitter la marine marchande en 1958. Et c'est là où il va avoir un parcours qui n'est plus tout à fait le parcours classique, on va dire, d'un mec trans. Là, il a été outé publiquement, mais il est quand même accepté en tant qu'homme dans la société. Entre tout ça, il avait rencontré un moine bouddhiste à Dublin et il avait fait plusieurs voyages en Inde avec la marine marchande. Et il va décider d'y retourner pour devenir moine bouddhiste, en faisant changer son nom pour Lobsang Jivaka, en référence à un médecin de Bouddha. Et il va devenir un des premiers occidentaux à être ordonné dans le monastère de Rizang dans le Ladakh. Voilà. C'est après, il vit une vie de moine bouddhiste qui traverse l'Inde jusqu'à ce qu'il meure en 1962 d'une, on ne sait pas trop quoi, mais apparemment de malnutrition dans un hôpital en Inde. Donc, voilà, le mec a eu une vie assez folle. Il a publié 2 autres bouquins en parallèle, un plus sur le spirituel et un autre sur les transitions en général. Et c'est, comme je disais, un des premiers dont on a la documentation qu'il ait pris des hormones dans le but de transitionner. Voilà. D'un point de vue bouddhiste, la transition FTM, elle est positive. C'est une forme de vie supérieure si tu veux espérer atteindre le nirvana. Et... Ta dernière vie peut pas être celle d'une femme, quoi. Il faut d'abord passer par une vie d'homme. Ok. Bon, mais quelle vie, c'est impressionnant. Oui. Je dis quand j'ai lu la page Wikipédia, en fait ça ne s'arrête pas. Alors déjà pour moi, Michael a canoniquement, dans ma tête, canoniquement, croisé Alice Mia. Alice Mia qui est la pionnière enfin la pionnière, non, mais qui est une des grandes militantes du sport pour les femmes. Elle est cofondatrice de la Fédération de sociétés féminines sportives et en fait elle était avironneuse. Ça je le dis parce que lui-même a été président d'un club d'aviron universitaire à Oxford, etc., et s'est battu pour l'égalité des sexes dans le sport. Et ce qui me fait dire que très potentiellement, il a croisé la route d'Alice Mia puisque Alice a vécu une grande partie de sa vie en Grande-Bretagne et donc elle est avironneuse de base.
Voilà, c'est elle qui avait demandé au CIO, donc au Comité international olympique à l'époque, d'inclure les épreuves féminines d'athlétisme lors des Jeux olympiques, mais cette demande avait été refusée par Pierre de Coubertin, qui était un gros misogyne. Et aujourd'hui, il y a plein de gymnases, de trucs comme ça qui s'appellent le gymnase Alice Mia. Et il y a une société toujours, enfin, il y a une association française du sport pour les femmes qui s'appelle l'association Alice Mia, ou la fondation Alice Mia peut-être, et qui organise assez régulièrement des colloques, des discussions autour du sport. Bref, tout ça pour dire que ils se sont forcément croisés à un moment donné et ça me fait rire. Bah, c'est fort possible parce qu'il a continué à faire de l'aviron après, dans le sens où il a gagné des médailles après sa transition aussi dans la catégorie masculine. Ok. Qui est apparemment une des seules personnes qui a obtenu des médailles dans les deux genres. Trop bien. Je vais ajouter une petite anecdote, rajouter un personnage à ce que tu dis, Charlie. Dans la même période, dans les années 20, il y a Violette Maurice, qui alors est quelqu'un de controversé pour le coup, puisque à la fois Violette Maurice, à l'époque, on est d'accord, hein, en gros, figure du sport féminin dans les années 20, relativement mal vue à l'époque parce que elle s'habille avec des vêtements d'homme, ce qui et puis bon, visiblement, elle a un tempérament assez costaud qui fait qu'elle fait un peu ce qu'elle veut et donc elle se fait jeter. Elle n'a pas le droit en fait de concourir à partir de 1928. Dans sa biographie, il y a des moments où elle participe à des concours de chant, où elle se fait donc passer pour un homme appelé par un prénom masculin. Et là où je dis controversé, c'est qu'en fait, sous l'occupation, elle va activement collaborer et elle est retrouvée morte à la fin, je crois que je suis plus en 44 si je dis pas de bêtises. Elle est tuée par un groupe de résistants. C'est pareil, il y a beaucoup de zones d'ombre en fait, et visiblement les historiens sont pas tous d'accord sur à quel point elle a collaboré, etc. Mais bon, c'était pas joli ce qu'elle a fait, le but est pas de défendre, mais il y a dans son parcours un certain nombre, il y a une récurrence en fait, du fait que elle se présente sous vraiment une apparence très masculine, elle se fait passer pour un homme un certain nombre de fois, qui pose toujours aussi la question de est-ce qu'on est sur un personnage transmasque ou pas là-dessus, voilà, assez en lien avec le monde du sport. Est-ce que c'est un homme ou juste toxique? Non, mais c'est là aussi où c'est intéressant d'avoir des figures qui sont un peu éloignées de nous, mais pas tant que ça, et où finalement tu sais pas trop. Là non plus, on voit qu'on peut pas appliquer les catégories qu'on appliquerait aujourd'hui, le vocabulaire militant qu'on applique aujourd'hui. Tu sais même pas comment les personnes réellement se pensaient, se définissaient de cette manière-là. C'est plus facile pour Michael Dillon que pour Violette Maurice, c'est sûr. Quelqu'un qui a écrit une autobiographie permet d'avoir un peu plus de certitude, quoi. Ça, c'est assez clair que la personne dont je parlais tout à l'heure, ou ici Michael Dillon, c'est pas ambigu en fait. C'est des personnes qui ont revendiqué leur masculinité, leur identité d'homme, et il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais il y a finalement, tu sais, des fois on a ce truc de voilà tel personnage historique serait un mec trans, une femme trans. Là, c'est pas si loin, et pour autant, il y a toujours des gros flous par rapport à comment on percevrait les choses aujourd'hui. C'était un des critères qu'on s'était fixé en préparant cet épisode, de ne parler que de personnes pour qui c'était trans de manière sans ambiguïté. Sinon, on aurait passé un quart d'heure sur Jeanne d'Arc. J'étais prête. J'étais au taquet. J'aime beaucoup que l'autobiographie de Michael Dillon soit séparée en 2 sections. Conquest of the Body et Conquest of the Mind. Qu'il ait passé toute une partie de sa vie à chercher sa transition physique et ensuite dans une quête
quête spirituelle qui l'a amené au fin fond de l'Inde et qu'il ait rangé ça proprement. C'est vraiment genre one of us, quoi. Et quand il a dit tout à l'heure, il a eu une vie incroyable. En fait, moi, en écoutant le récit, j'ai l'impression qu'il a eu des vies tellement. Il a fait des trucs complètement différents dans des lieux, pareil, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Je trouve ça assez fabuleux. Et encore, j'ai écourté sur la dernière partie de sa vie en Inde parce que on n'allait pas y passer des heures et je suis pas assez spécialiste de ces sujets-là. Et encore une fois, genre le fait qu'il y est entré par la marine marchande anglaise, à quel point genre le fait qu'il y soit allé, c'était enfin, dans des bails colonialistes ou pas, tu vois, genre on sait pas. Mais non, oui, alors si vous savez, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, je vous invite à lire sa page Wikipédia en anglais qui est assez touffue. Donc, si vous voulez plus de détails sur sa vie. Je sais pas non plus s'il y est allé en tant que colon, et probablement au moins au début, mais quelqu'un qui change de religion, change de nom. Oui. Il y a au moins il y a un processus un peu plus élaboré que juste le pillage, quoi. Non, oui, bien sûr. Et moi, ça me fait juste penser au fait que assez régulièrement, on est étonné du fait que des personnes trans dont on parle puissent avoir une vie, et que cette vie soit riche et qu'il y ait plein de choses dedans et tout ça. Et c'est vraiment Ouais, pas normal qu'on soit aussi étonné que ça, parce qu'en fait, si c'est on vrai. prend chacun et chacune d'entre nous et qu'on prend n'importe quelle personne historique, enfin, on pourrait prendre vraiment n'importe qui. Il y a des pages Wikipédia qui sont aberrantes tellement il y a de sections et de trucs que ces personnes-là ont fait dans leur vie. Et pour moi, c'est vraiment symptomatique de ce qu'on s'autorise à faire ou de la façon dont on s'autorise à percevoir les transidentités, les transitions, que de se dire, bah, cet homme-là n'a pas été que sa transition. Et tu l'as dit en plus tout à l'heure, Mickey, en parlant aussi de ton mec, pas de ton mec, mais de ton personnage historique. De ton personnage historique, tu as dit explicitement, bah voilà, c'était pas que sa transition, ça a été avant tout un médecin et il se trouve qu'il était trans. Et en fait, c'est trop bizarre que ça nous surprenne au sens où je pense que c'est vraiment aussi important de le dire et de le rappeler qu'on est enfin, que ces personnes-là sont des personnes avant d'être trans et que, enfin, moi, c'est un conseil qu'on m'avait donné en début de transition de faire ma vie et d'avoir des choses dans ma vie autour de ma transition, de pas arrêter mes études, de pas me refermer sur moi-même, de continuer à fréquenter des gens, de continuer à avoir des centres d'intérêt et tout ça, et de pas genre mettre ma vie sur pause pour transitionner, parce qu'une fois que c'est terminé ou une fois que c'est plus simple, et bah tu te retrouves un peu en mode ah, et maintenant quoi, et genre à être hyper perdu. Et du coup, d'où toute l'importance d'avoir vraiment d'autres choses dans la vie. Et du coup, je trouve que c'est des bons exemples que d'avoir ces gens-là, ces mecs-là en l'occurrence, qui sont vraiment en mode bah moi j'ai fait trois types d'études différentes et puis ce qui me plaisait c'était la spiritualité, donc j'ai exploré un peu plein de trucs, c'était chouette, et puis après j'étais sur un bateau, voilà, c'était pas mal, les gens étaient misogynes mais bon pourquoi pas, hein. Enfin voilà, c'est juste normal et Juste, c'est ouais. bien qu'on appuie là-dessus, je pense. T'inquiète, L'impression que Charlie. entre nous, nous sommes trans à plein temps. Tu dis ça, Jenna, genre t'as eu 1000 vies aussi. Je suis désolé. Genre si on devait faire genre ta biographie, t'as eu 1000 vies aussi. Hein, en dehors de Hein, si on allait lire ta page Wikipédia, Jenna, étant donné qu'elle existe. qui existe. Oui, mais justement, elle est quand même un peu orientée trans à plein temps, en fait. Je suis désolé, on a appris que t'avais J'aspire. été libraire à nos gens et genre je pense que c'est le plus Ouais, le truc qu'on a retenu de ta page C'est Wikipédia. tout ce que j'ai retenu de la page Wikipédia personnellement. j'aspire à avoir une existence en dehors de la transidentité. Parce que la façon dont tu le présentes, Charlie, enfin, ça fait. J'ai l'impression qu'en dehors de ça, un peu au quotidien, je cherche encore un peu quelque chose d'autre, quoi. Je comprends totalement ça pour, euh, pour avoir eu une actu des dernières années qui était quand même beaucoup tournée effectivement autour des transidentités et de faire là, quand même un bon bout de temps un peu le process inverse de me détacher de la visibilité que j'ai pu avoir ou des que j'ai pu remplir à droite à gauche pour bah, ne serait-ce que parce que en fait juste moi c'est pas tellement que j'ai besoin d'être moins visible que j'aspire à faire autre chose que ça actuellement mais
je t'écoutais parler, Charlie, et je me disais que dans 70-80 ans, il y a des petits jeunes qui feront des podcasts, et t'inquiète, ils parleront de toi, et ils diront... et il se trouve que, bah, aussi, visiblement, il était trans. Il était Le triathlète, mais il méta-podcast, était aussi trans. Exactement, c'est exactement ça que je veux qu'on retienne. Le méta-podcast sur un podcast trans. Alors, aujourd'hui, on va regarde, parler de tous les membres d'un podcast trans. quand on avait notre camarade qui exploitait des archives radiophoniques, Mhm. et ils sont pas si anciennes, mais quand même. Là, tu imagines un peu là, dans, Ah, ça boucle ne assez serait-ce vite, que hein. dans 40-50 ans. J'espère qu'elles l'appelleront deux podcasts trans. Voilà, c'est ma seule demande. Si vous faites une suite, vous l'appelez deux podcasts trans, et puis ainsi de suite, et puis on peut continuer longtemps comme ça. C'est parfait. Je veux pas le jinxer encore, mais il est possible que je fasse ma première compétition de tir à l'arc le mois prochain. Ouh, Oh yes. Bien. swag. N'hésite pas à envoyer des photos de toi qui fais du tir à l'arc, c'est super. J'ai arbitré mon premier événement européen de roller derby. Bravo. Énorme. Faut que je Liverpool, le sorte. Barcelone, qui sont venus jouer à Lyon contre eux. Trop bien. Faut que je sorte un truc de mon cerveau parce que sinon ça va me polluer le reste de l'enregistrement. Mais quand t'as dit 2 podcasts trans, je me suis dit la suite ce sera 3 podcasts dans un trench coat. Et voilà. Donc ça y est, c'est bon. Maintenant c'est dit, on se refocalise sur le truc. Oui, bah on peut en faire plein comme ça va être super après. Faut qu'on refasse Transcarré, l'épisode blague. transpub. Faut qu'on a- Peut-être que c'est un de ceux où je participerai pas à celui-là, mais oui, faites. Est-ce que tu veux prendre le relais du coup, Charlie? Oui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Lou Sullivan. Non, je rigole. Parce que j'ai cherché sur 3 épisodes. Encore, oh putain. Non, voilà, là, je vais pas parler de Lou Sullivan. Si vous voulez entendre parler de Lou Sullivan, référez-vous à je sais plus quel numéro d'épisode, mais franchement, on en a déjà beaucoup parlé. Je l'aime toujours. Bisous à toi, Lou. Je t'adore. Mais du coup, j'ai dû trouver quelqu'un d'autre dont je voulais parler. Et j'ai automatiquement pensé à donc un autre homme trans, à peu près de la même époque, peut-être un peu plus jeune du coup que Lou, mais donc il s'agit de Lauren Rex Cameron, qui est née en 1959 aux États-Unis, qui est mort très récemment, mais j'en reviendrai sur la fin de ce segment. Et donc Lauren, c'est un photographe et un auteur et un militant trans américain, qui a notamment travaillé sur des portraits et des autoportraits de personnes trans et de lesbiennes, avec des portraits habillés et avec pas mal de nus, notamment sur ces autoportraits dont je vous reparle juste après. Et c'est juste pour dire que cet intérêt de Lauren Cameron pour la photographie vient pas d'une formation ou quoi que ce soit, il n'a pas du tout eu de formation artistique ou quoi, mais ça naît vraiment au moment de sa propre transition. Et du moment où il commence à notifier des changements physiques sur son propre corps et du coup qu'il cherche à documenter aussi. Donc ça fait un lien aussi avec notre personne précédente et ça fait aussi un lien très actuel avec ce qui se fait aujourd'hui de se prendre en photo pour chercher dans son propre corps les évolutions dues aux hormones, dues aux opérations, etc. Et vraiment de le chercher dans un premier temps vraiment pour soi et pas pour l'exposer à un public, mais vraiment pour soi-même avoir une trace de sa transition et des effets. Et donc, il a documenté sa propre transition à l'époque où il l'a commencé. Et il se trouve qu'une partie des portraits qu'il en a tirés de sa propre transition et de la transition de personnes trans qu'il fréquentait au quotidien, notamment d'hommes trans, se trouve dans un livre qui s'appelle Body Alchemy Transsexual Portraits, qui est un livre principalement photographique qui est disponible entièrement en ligne. Si je ne m'abuse, moi je l'ai trouvé sur un site d'archives bibliographique assez facilement. Et donc du coup, ça retrace une partie du parcours de Cameron, mais plutôt quand il est avancé dans sa transition. Et il photographie aussi plein d'hommes trans qu'il connaît à ce moment-là. Et autour de Lauren Cameron, moi je l'ai découvert spécifiquement pour 3 autoportraits, qui sont 3 autoportraits de nus, qui se trouvent donc dans Body Alchemy.
Et c'est des autoportraits qui sont des nus artistiques en noir et blanc, dans lesquels Cameron présente un corps hyper sculptural qui est le sien. Il faisait beaucoup de musculation, il faisait très attention à son corps. Et, euh, et donc c'est son corps aussi post-opération du torse, c'est son corps après plusieurs années de testostérone, etc., etc. Et donc il met en scène dans ses autoportraits une forme de masculinité blanche hégémonique, et il inclut dans cette mise en scène quelques éléments qui viennent perturber la représentation de cette masculinité hégémonique, parce que comme ça, a priori, on peut se dire bah c'est juste un mec qui fait du nu. Et en fait, il inclut des petits détails. Donc, il a une photo où il tient un scalpel. Dans le cadre il est vraiment dans une pose d'haltérophile et il tient un petit scalpel. Et puis, il y en a une autre où il est dans une pose toute torsionnée et tout ça, avec une jambe bien en arrière, le fessier bien tendu, et où il tient une seringue pleine à côté de sa fesse, voilà, dans cette position-là. Ne vous injectez pas dans la même position parce que votre muscle de fesse est alors tendu et vous allez vous faire mal. Euh, Mais pour la mise en scène, ça marche bien. Et du coup, à travers tout ça, ce qui dit lui-même et puis les analyses qui en sont faites par ailleurs, c'est que il représente son propre corps comme vraiment cette masculinité hégémonique, cette masculinité de la musculation, cette masculinité blanche qu'on peut retrouver voilà, dans n'importe quel bodybuilder, qu'on peut aussi retrouver même à l'époque antique avec les statues gréco-romaines, etc., etc. Il travaille vraiment cette mise en scène-là et il la peaufine avec le jeu de lumière qui existe sur son corps avec le noir et blanc, qui lui donne vraiment un côté sculptural. Et en fait, il vient faire se questionner les personnes sur leur rapport à qu'est-ce qui fait le sexe, qu'est-ce qui fait le genre aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on genre une personne qu'on croise dans la rue. Et en fait, les photographies dissimulent par un jeu de jambes, par un jeu de lumière ou quoi que ce soit, ses organes génitaux, son entrejambe. Et donc, tout ce qu'on voit, c'est un torse hyper musclé, un crâne quasiment chauve, une barbe, des gros muscles, des grosses épaules, etc., etc. Et donc, quelqu'un qui tombe sur ces photos comme ça se dit, bon, ah, c'est un homme. Et c'est la réaction qu'il cherche à provoquer vraiment en poussant les personnes qui auraient l'argumentaire de dire bah t'as pas de pénis donc t'es pas vraiment un homme, bah de leur dire bah en fait tu me croises dans la rue, tu vas clairement estimer que je suis un homme. Et parce que tu peux dire ce que tu veux, aujourd'hui en termes de genre, en termes de codes sociaux, etc., c'est pas le pénis qui fait l'homme, c'est pas le pénis qui fait le genre masculin, c'est toute la présentation qu'il y a autour, c'est mes muscles, c'est ma barbe, c'est ma pilosité, c'est mes cheveux, voilà, c'est tout le reste de mon corps littéralement, tout ce que vous pouvez voir en tant que personne qui me croisez dans la rue, mais c'est pas ce que j'ai entre les jambes, et toute personne qui prétendrait le contraire se fourvoie largement. Euh, voilà. Et donc c'est des très belles photos, des très jolis portraits en pied, voilà, de nus trans. Le livre, dans son entièreté, est une très belle pièce parce que bah, justement met en scène aussi d'autres hommes trans et il a photographié vraiment pas mal de personnes et c'est très mignon. Il y a des très jolis portraits. Parfois, il y a un petit texte qui accompagne et tout. Donc, je recommande, d'autant que, comme j'ai dit, il peut se trouver en ligne. Et donc, il se trouve que Lauren Cameron, il est décédé le 18 novembre 2022 en Californie. Et donc moi, je l'avais étudié et découvert dans le cadre de mon mémoire de recherche en 2020. J'avais pas forcément cherché à rester en contact avec ce qu'il faisait. En fait, j'avais même pas de notion de est-ce qu'il était encore vivant ou pas, et c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Et en fait, j'ai appris sa mort genre 3 mois après, tout début 2023, et ça m'a vraiment fait quelque chose d'apprendre la mort de cette personne parce que la perspective qu'il ait été vivant au moment où moi je découvrais ses autoportraits et la façon qu'il a vu de représenter sa masculinité. On parlait de sport juste avant et moi c'est un milieu dans lequel je baigne beaucoup et donc il y a, pour beaucoup de raisons, ces portraits m'avaient vraiment beaucoup touché. Et le fait de découvrir sa mort comme ça, cause naturelle, hein, il est décédé à un âge de, voilà, de personnes qui peut mourir de vieillesse tout simplement. Mais ça m'a pas mal bouleversé et j'ai été assez, notamment surtout bouleversé de l'apprendre avec autant de délai entre le moment où il est décédé et le moment où je l'ai appris, parce que pour moi, c'était vraiment quelqu'un d'important, c'était vraiment une figure importante,
Et en fait, son décès est passé complètement inaperçu, y compris dans les milieux trans américains, y compris dans les milieux militants, où bah, quand une figure décède aujourd'hui, une figure de militantisme, et bah, on le sait plutôt rapidement. Et là, pas du tout, vraiment, il a fallu attendre 3 mois pour que ça arrive dans les petits papiers, dans les oreilles des personnes qui sont actives côté Amérique, et du coup, pour qu'elles en parlent sur les réseaux sociaux, et que je vois ça vraiment, genre, au hasard, un beau jour, j'ai juste vu une de ses photos passer, je me suis dit, ah, tiens, trop bien, quelqu'un qui va parler des travaux de Cameron, et en fait, juste pour apprendre qu'il était décédé 3 mois plus tôt. Donc voilà, c'était vraiment un très bel homme, par ailleurs, et qui a fait des chouettes travaux photographiques. Donc il a pas sauvé des gens et il a pas fait des hystérectomies, des trucs comme ça, des orchidectomies dans sa vie. Mais moi, je l'aime et je trouve que c'est vraiment un chouette modèle. Il a peut-être pas sauvé des gens de manière très directe en leur faisant du bouche à bouche, mais l'inspiration qu'on fournit avec ce genre de représentation est précieux aussi. C'est vrai. Oui. J'espère qu'il a eu l'occasion de faire du bouche à bouche avec des garçons quand même, parce que ça serait vraiment super. Je sais pas s'il était hétérosexuel ou pas. J'ai Bah, pas cherché. alors, Écoute, je dans viens les de photos que feuilleter tu as le livre et a montrées, priori, il y avait il y a du bouche à bouche aussi dans le livre. Ouais. ouais, j'ai regardé pareil le bouquin pendant que t'en parlais. Et il y a des photos où il est avec un mec, où il fait du nu avec un autre gars, qui ont l'air Ouais. au moins assez tendres et assez proches. Et pareil, je me suis retenu de pendant que tu disais, j'étais en mode, c'est un très beau tatouage. J'étais en mode, Oui. je... Et le bouquin a l'air cool aussi, enfin, genre, dans le sens où il montre plein de trucs différents et genre, il montre aussi des. Alors, je sais qu'il y a toujours ce truc de faut pas se concentrer sur les parties génitales ou quoi, mais il y a un petit segment sur des photos de parties génitales de personnes trans. Ouais. Et je trouve ça assez cool, et notamment pareil des personnes trans qui ont des piercings génitaux. Et il y a tout un truc dans. Enfin, je sais que c'est plus le. Alors, de ce que je sais, c'est aux États-Unis, mais de personnes qui font pas mal de piercings comme des processus d'affirmation de genre. Donc voilà, je trouve ça assez chouette. Mhm. Ouais. On mettra le lien dans les notes de l'épisode. Le livre est disponible intégralement sur l'Internet Archive. C'est ça. Et si jamais dans les auditoristes, il y a quelqu'un qui a une version papier de ce livre et qui n'en veut pas, n'hésitez pas. SVP. Si vous êtes 2 personnes, moi aussi. Si vous avez un stock. Si vous avez un stock. Si vous avez un stock secret, n'hésitez vraiment pas C'est ça. à me l'envoyer. Enfin, juste ça me fera plaisir, vraiment. Voilà, ça serait vraiment chouette. 2 pour moi aussi, c'est pour ça. Ah, pardon. Bah, 2, donc un pour Louis, un pour moi. Voilà. Carrément. J'étais vraiment premier degré upset de découvrir qu'il était décédé. Non, mais je comprends. Ouais. Ça rappelle la façon dont j'ai parlé du chanteur de Linkin Park dans l'épisode précédent, en fait. Enfin, de rattraper quelque chose après l'événement. C'est vrai. Louis, j'ai pas retrouvé tout de suite, mais quand tu m'as demandé de chercher, j'ai cherché. Du coup, le documentaire sur Billy Tipton, c'est No Ordinary Man. En France, il est disponible sur Canal+, mais j'imagine qu'il est également disponible sur Internet. Sur les hautes mers. Un Ordinary Man. Merci, je vais me le noter sur un post-it afin de ne pas l'oublier. Et du coup, peut-être. Alors, je sais pas si quelqu'un a envie de rajouter sur Lauren Cameron, mais et avec ton petit segment des personnes dont tu voulais nous parler. Oui, c'est vraiment. Vous savez, sur Wikipédia, il y a des personnes qui ont des pages complètes. Et puis, il y a des fois des pages Wikipédia qui ne sont que des listes de liens, qui sont un peu arides. Et je voulais faire une toute petite sélection de noms de mecs trans du passé, avec juste un détail pour chacun d'entre eux qui vous donnera envie peut-être d'aller cliquer sur un lien et puis de lire le reste de sa bio. Et si vous en avez entendu parler aussi, n'hésitez pas à participer, enfin à rajouter
les détails que vous connaissez. Et voilà, je voulais pas faire une biographie complète parce que c'est trop dur de choisir et que si je savais choisir, je serais pas polie. Et le premier que je voulais mentionner, je les ai rangés dans l'ordre chronologique parce que j'aime bien les choses bien rangées. Il s'appelle Charles Hamilton. Il est né en 1721 et ce précurseur, c'était un guérisseur écossais. Et quand on a découvert que quand il était né, c'était pas un petit garçon, et ben, il y a eu un procès pour fraude. Et à l'issue avec la presse autour de ce procès, c'est la première personne qui a été désignée sous le terme de female husband. Donc mari femelle. Et c'est un terme qui a été utilisé par la suite dans le siècle qui a suivi au Royaume-Uni pour désigner particulièrement les mecs trans qui avaient réussi à se marier avec des femmes. Le suivant, je vais le re-mentionner parce que on a déjà parlé de lui dans l'épisode 7 d'un podcast trans en mars 2021. Wow. Il s'appelle James Barry. Il est né en 1789. Et il avait réussi à être chirurgien militaire dans l'armée britannique. Et lui, il fait partie de ceux dont Charlie parlait, dont on a découvert la transition au moment de l'autopsie. Alors qu'il avait demandé à ce qu'il n'y ait pas d'autopsie, pour des raisons évidentes. Ensuite, j'ai Harry Allen, qui est né en 1882. Et il a une biographie qui est trouble. Il est difficile à résumer juste avec, par exemple, un métier, parce que, en gros, il était à la fois malfrat, cambrioleur, boxeur, homme de main. Mais il a essayé d'incarner tous les clichés de masculinité possibles. Voilà. Icône. J'ai trouvé aussi un éventuel pendant à Violet Morris au Royaume-Uni, dans la personne de Victor Barker, qui est né en 1895. Et lui aussi, pour être sûr d'être vraiment pris pour un homme, il s'est dit « je vais être le plus misogyne possible ». Et il s'est engagé un peu par hasard, au départ, dans les National Fascisti britanniques, donc le parti fasciste anglais. Et je dis par hasard parce que il a reçu une invitation par courrier qui était adressée à un autre Victor Barker. Et donc ça ne lui était pas adressé, mais il a répondu pourquoi pas, dites-moi plus. Et donc il s'est retrouvé à gravir les échelons du parti fasciste anglais. Encore un précurseur. Wow. Le suivant, je vais vous parler de Sir Ewan Forbes, qui est né en 1912, qui est un médecin écossais, encore un fils de riche, comme pour Michael Dillon, fils de bourgeois, et donc il a transitionné de manière très discrète. Et puis, quand son père, qui était baron, est décédé, et ben, il a fait valoir qu'il avait réussi à changer de genre. Et alors que Michael Dillon avait, si je crois ce que j'ai entrelu tout à l'heure, décliné le titre de baron, je ne sais pas s'il l'a décliné ou s'il a... Je sais pas s'il l'a décliné ou si plutôt ça lui a été refusé après que ça a été. Alors de toute façon c'était pas le fils aîné, donc c'était son frère qui devait hériter de la baronnerie quoi qu'il arrive. Mais à revérifier, mais il me semble que du coup il a pas pu hériter parce que c'était avant qu'il parte, qu'il devienne moine bouddhiste en Inde. Et du coup de toute façon il a été déshérité de son titre après que sa transition a été faite publique. D'accord. Ewan Forbes, il était dans une position intéressante à être le premier enfant du mariage, mais donc sur le papier considéré comme une femme. À ce titre, n'aurait
pas pu hériter du titre. Et c'est sur ce genre de dispute qu'on a commencé la guerre de 100 ans. Mais comme il était devenu le fils aîné, il a réussi à hériter du titre de baron. Donc on a eu aussi des trans nobles. Et aussi, il était à la fois baron et médecin et fermier, vraiment le côté gentleman farmer, voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de romans d'horreur gothique signés du nom de Poppy Z. Bright, ou Z, Poppy Z. Bright. Donc c'est des romans qui se passent, pour celui que j'ai lu, à la Nouvelle-Orléans. Ça a commencé dans les années 90 et l'auteur a transitionné après avoir publié un certain nombre de romans. Donc Poppy Z. Bright est considéré comme un nom de plume, mais l'auteur s'appelle William ou Billy Martin. Voilà, et il est né en 1967, toujours vivant, toujours écrivain. Et le dernier de ma liste est né en 1989. Et parce que jusque-là, on a eu quand même une longue lignée très blanche, très eurocentrée dans nos biographies. Candy Nguyen est un bodybuilder vietnamien. Et si vous voulez d'autres jolies photos, je mettrai son nom dans les notes de l'épisode. Il n'a pas de page Wikipédia, mais voilà, il est bodybuilder et militant parce que il essaye de se faire reconnaître dans les bonnes catégories pour les compétitions. Et c'est pas terminé. Et le tout dernier de la liste, qui est aussi un Vietnamien, il est né en 96, il est tout jeune, il s'appelle Minh Cang, et c'est le premier, à notre connaissance, papa trans vietnamien, qui est alors il est en couple avec une femme, je ne sais pas si c'est une femme cis ou une femme trans, mais il semble que ce soit Minh Cang qui ait porté l'enfant. Voilà. Ouais, lui. Un an de différence et il est déjà papa. Non, j'étais en train de regarder des photos de Candy Nguyen et j'ai chaud. Voilà. Oui. C'est le commentaire que j'ai à faire. Sur un autre sujet, tu disais, Jenna, que tu parlais de... et son prénom, c'était Barry, le nom de famille, qui avait été découvert à l'autopsie au moment après sa mort. Oui. Alors, quand je parlais de Alan Hart tout à l'heure, il n'a pas eu ce souci puisqu'il avait demandé à être incinéré. Ce qui fait que, voilà. Bon move. Oui, c'est plus simple. Ça. Exactement. Moi, je note juste un point commun que dans plusieurs mecs dont on a parlé qui sont soit en lien avec la muscu ou la boxe ou le bodybuilding. J'ai l'impression que c'est un truc qui est un peu récurrent. Genre, ça m'a fait penser parce que j'ai déjà parlé 1000 fois de Thomas Page McBee sur ce podcast encore une fois, mais pareil, lui, il a fait tout un truc autour de la boxe. Et les photos, certaines photos de Lauren Cameron que j'ai vu dans le bouquin que tu as mentionné, Charlie, m'ont fait un peu penser à Thomas Page McBee dans certaines des photos qu'il a pu faire lui aussi en tant que boxeur. Donc voilà, juste, je trouve ça un peu... Enfin, c'est pas étonnant en soi, mais je trouve ça un peu rigolo, le lien un peu commun entre tous ces mecs-là. Entre-temps, j'ai fait une recherche. Le couple de Minh Cang avec Amy est avec une meuf trans. Et donc c'est un couple avec papa trans et maman trans. Petit Forti a
Bravo, Oui. bravo à elle. Bah, merci Jenna pour nous avoir fait découvrir toutes ces personnes. Bah, merci à vous pour ces biographies. C'est un épisode assez riche, assez dense, mine de rien. Oui. Moi, je voulais, si vous le permettez, finir sur cet épisode sur des personnes un peu plus actuelles. On va vous passer les personnes dont on vous parle tout le temps, les Elliot Page, Thomas Page McBee, Lou Sullivan, tout ça. Mais, enfin, Lou Sullivan n'est plus actuel, mais bref, on parle tout le temps. Pardon. J'aimerais vous recommander des gens éventuellement à suivre sur Internet si vous êtes une personne transmasque ou d'ailleurs si vous avez juste envie d'avoir des personnes transmasques à suivre sur les Internet. Donc il y a Loulou parfois, et un mec trans qui a pas mal documenté sa transition d'ailleurs et racisé pour le coup, qui a pas mal documenté sa transition donc sur Instagram, et si vous voulez pas être sur Instagram, il a aussi un TikTok. Morgan Noam, que les gens doivent connaître. En fait, je vais citer des gens de l'activisme trans français, mais en fait, comme si les gens n'allaient pas les connaître, mais on va pas se mentir, tous nos auditoristes en fait, vont savoir de qui je parle. Je me fais faire découvrir personne à personne. Lou Trottignon, c'est pas mal aussi de le suivre en ce moment, juste parce que les blagues, ça fait du bien dans dans le climat actuel. Et je trouve que des fois, il s'en sort pas mal. Après, c'est des comptes qui vont être anglophones pour le coup, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, je suis désolé. Mais un que vous pouvez suivre qui ne demande pas spécialement de parler anglais, c'est le compte de Noah Dea, qui est un illustrateur qui est transmasque et qui fait pas mal d'illustrations gays et d'illustrations de mecs trans. Et pareil, qui sont très chouettes à voir. Et qui sont entre très sexy et très tendres aussi. Et très liens, bien entendu. Et du coup, si vous parlez anglais, il y a le compte Conscious Euphoria qui est tenu par une personne qui s'appelle Océan, si j'ai bien marqué sur le compte, et qui a un projet de livre qui s'appelle Body Like Mine, qui est un projet en fait sur des dessins de personnes trans, et juste des nus de personnes trans, mais genre juste sans la tête, c'est genre le torse soit juste le torse, soit juste l'entrejambe, soit torse plus entrejambe. Et l'idée, c'était de représenter un maximum de corps différents. Parce que du coup, ce que lui disait, c'est que quand il regardait les photos de personnes post-op de Mamek, en fait, il trouvait jamais son corps à lui. Lui, il voulait justement montrer la diversité des corps de personnes qui ont été opérées ou pas d'ailleurs, pour que les gens puissent s'identifier. Et c'est quelqu'un qui fait de l'illustration et d'autres projets à côté, donc vraiment, je recommande à suivre. Et enfin, j'ai retrouvé le compte de Dad dont je voulais vous parler. Donc c'est Daddy Spencer, il s'appelle sur Instagram. Alors je sais pas s'il est parent lui-même, je crois pas, mais c'est un vieux mec trans. Fait des petites vidéos qui sont très bienveillantes et qui parlent un peu de comment c'était de transitionner à son âge, enfin à son époque, de comment ça se passe aux États-Unis pour lui, etc. Donc il est assez cool de trier le contenu parce qu'au vu des dernières actualités, il a aussi beaucoup parlé de ce qui se passe aux États-Unis. Donc il y a certaines vidéos qui sont sur sa dernière vidéo qui sont peut-être un peu lourdes à entendre. Éventuellement, essayer de remonter un peu plus loin si vous êtes un peu, si vous avez envie de savoir des trucs wholesome. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui fait pas mal de travail d'éducation et qui des fois aussi fait juste des petites vidéos pour dire aux gens vous êtes valide, s'il vous plaît restez dans ce monde parce qu'il y a au moins une personne qui tient à vous et c'est moi, et parce que genre c'est cool d'exister en tant que personne trans. Parce que moi, je me suis abonné dernièrement suite à son actualité sportive à Maoba, qui est du coup le premier boxeur trans à être autorisé par la Fédération française de boxe à concourir dans la catégorie homme. Il est marseillais, son contenu est fun et sportif, et du coup, bah, c'est cool de le suivre pour voir un peu et entendre parler de sport, entendre parler de catégorisation, et puis avoir quand même un contenu bah, full positif et tout. Donc il est vraiment chouette.
Et je peux faire mon autopromo, j'ai le droit. Vas-y, fais complètement. Bonjour, alors en ce moment, je fais une thèse. Et du coup, mon sujet de thèse, c'est les modèles de masculinité pour les personnes transmasculines. Donc, je pense que ça s'inscrit un petit peu dans le sujet du jour. Voilà. Et je travaille surtout sur la fiction. Mais du coup, si vous avez envie de parler un petit peu de qui sont les modèles de fiction qui vous ont inspiré dans votre masculinité, peu importe comment vous vous définissez sur le spectre de la transmasculinité, je vous invite à suivre le compte Instagram de mon enquête qui s'appelle Archétype Trans, et ça s'écrit arch-du-bas, type-du-bas trans. Et du coup, vous aurez le lien de l'enquête dessus, plus des petites vignettes Instagram qui expliquent le concept et tout. Et voilà. Hashtag autopromo. Et tu fais bien. C'est un sujet qui est super intéressant. J'ai hâte que tu aies fini ta thèse pour la lire. Mais oui. Plus d'informations en 2027. Est-ce que vous avez mentionné Jake Tunde? Je crois pas. C'est Ah oui. un mec trans noir sur Instagram, voilà, qui a un chouette compte avec des jolies photos et du contenu éducatif, pédagogique sur le fait d'être à la fois noir et trans. Et j'ai mis du temps à le retrouver parce qu'il a changé de nom. Moi, j'ai plus Instagram, et juste avec son ancien nom Instagram, je l'ai pas trouvé tout de suite. Et voilà. Et il se trouve que j'ai enregistré un épisode de Nos Voix Trans avec lui, et que, bref, c'est toujours pas publié. Ben, merci pour les recos. Est-ce qu'on a fini du coup? Je crois que c'est bon. Ouais. Oui. Ça paraît pas mal. Et bah, merci tout le monde. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur Mastodon, sur Blue Sky et sur le site de nre.fm. C'est ça. Et puis envoyez-nous des messages ou laissez en commentaire sur l'épisode qui est-ce qu'on a oublié. De qui est-ce qu'il aurait fallu parler de manière indispensable, et qui est-ce qu'on mettra dans l'épisode suivant sur le sujet. Si on fait une suite. Ouais. Où il y aura plein de suites. De toute façon, on n'est pas obligé de refaire des épisodes spécialisés. On va continuer à raconter nos histoires rigolotes. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Joyeux dodo. Joyeux Noël. Joyeux dodo, hein, parce que vous pouvez aller faire une sieste, vous pouvez aller vous recoucher s'il est 10h du matin. Bon anniversaire, Happy Hanouka, ce que vous voulez. Bisous. Bye. Bye. Donc vie et prospérité, testostérone. Parfait.